Madame Giannotti, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que dans votre enfance, dans votre éducation, on vous a familiarisé avec les sciences très tôt? On m'a pas forcément familiarisée avec les sciences. On m'a familiarisée un peu avec tout. Mais j'étais aussi un enfant très curieuse. Et donc je me posais plein de questions. Et donc ça m'a déjà un peu poussée vers la physique, vers quelque chose qui me permet de répondre à ces questions. Donc j'étais aussi très intriguée par la philosophie, par exemple, parce qu'elle aussi essaie de répondre aux questions. Et puis je me souviens qu'à l'âge de 17 ans peut-être, j'ai lu une biographie de Marie Curie qui m'a absolument ouvert tout un univers de concevoir la science et la science expérimentale, la physique expérimentale, comme une partie intégrante de notre vie. Donc Marie Curie avait son laboratoire à côté de la cuisine, donc le soir elle préparait la soupe et puis après elle courait dans le laboratoire pour changer l'échantillon radioactif et elle revenait. Donc cette composante très familiale de la science, comme quelque chose qui fait vraiment partie de notre vie. Et ensuite, est-ce que ça a été un parcours durant vos études assez simple et direct? Ou est-ce que vous vous êtes posé des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont orienté plus vers le doctorat plutôt qu'une autre filière? Disons, ça n'a pas été un chemin simple parce que clairement c'est des études assez difficiles et puis bien sûr la recherche c'est un chemin très difficile. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était vraiment mon chemin et que je voulais vraiment faire de la recherche. Donc de contribuer dans mon petit à faire pousser, à faire avancer les limites de la connaissance. Et puis il y a quelque chose qui m'a poussé vers la physique des particules. Donc, tout d'abord, la physique des particules est la plus élémentaire de toutes les physiques, de toutes les sciences même. Et donc aller comprendre vraiment les constituants élémentaires de la matière et de l'univers. Donc ça, c'était vraiment, ça satisfaisait mon désir d'aller affronter les questions fondamentales. Et puis, je me souviens à l'époque, quand j'ai choisi ma thèse, c'était en 84, il y a eu une grande découverte au CERN. Deux particules très importantes, le boson W et le boson Z, qui ont amené au prix Nobel pour Carlo Rubbia, qui était un physicien du CERN, en plus physicien italien, et donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a encore plus poussé vers la physique des particules. Voilà. Et donc après, j'ai eu mon doctorat en physique des particules. Et après, j'ai fait un postdoc très court et puis j'ai postulé pour une bourse d'études pour jeunes postdoc au CERN que j'ai obtenue. Et bien voilà, je suis venue à Genève, au CERN, pour... je pensais de rester 2 ans, le temps de la bourse d'études, et puis rentrer à Milan. Et puis finalement, je suis là depuis l'époque parce que j'ai eu un poste en physique expérimentale de recherche au CERN. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans cette matière? Je vous ai entendu dire que c'était finalement aussi quelque chose de très créatif, où il fallait beaucoup d'imagination, que ce n'est pas du tout quelque chose de droit, de rectiligne. Absolument, c'est la créativité, c'est l'imagination. Vous savez, il y a une très grande passion, une autre passion dans ma vie, la musique. Donc je fais le cours au conservatoire, j'ai un diplôme de piano, et je trouve que les liens entre art et science, entre musique et physique sont très forts. Les deux sont l'expression de la créativité, de l'imagination de l'être humain. Donc cet aspect de créativité, de curiosité, l'artiste aussi cherche toujours, se met toujours en discussion. Le fait de ne donner jamais, de toujours se poser des questions, de jamais être satisfait des réponses, de continuer, ça c'est quelque chose qui me pousse toujours à donner le mieux de moi-même. J'adore ça. Pourtant, vous êtes une des rares femmes à ce niveau-là, quand même, dans le domaine scientifique, qui reste très peu accessible aux femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour que les enfants, tôt, s'intéressent aux filières scientifiques? Quand j'entends des gamins, garçons ou filles de 8 ans, dire « j'ai les maths », il y a quelque chose qui ne marche pas dans le gamin, mais dans l'enseignant. Parce que les mathématiques, c'est quelque chose de très... Ça peut être un jeu, ça peut être enseigné comme un jeu. Donc c'est très important et c'est pour ça qu'au CERN, on a un programme qu'on appelle le programme de teachers, d'enseignants. C'est-à-dire que chaque année en été, on accueille des enseignants d'école supérieure pour leur donner un complément de formation en comment enseigner les matières scientifiques d'une façon vivante, attractive, d'une façon sexy, disons, pour essayer de stimuler l'intérêt des jeunes. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'autre chose,
c'est très important d'avoir ce qu'on appelle les rôle models, des modèles. Hein. Vous savez, une chose qui s'est passée très récemment, vous savez, le 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des jeunes filles dans la science. Hein. Et donc, à l'occasion du 11 février, le CERN a envoyé des scientifiques du CERN, des femmes, dans les écoles locales en Suisse et en France pour parler de sciences avec les élèves des écoles. Et puis, quelques jours après, une enseignante d'une école nous appelle et nous dit vous savez, ce matin, à l'école, j'ai demandé quelle est la vie, qu'est-ce qu'un scientifique fait. Et un petit garçon nous a répondu, elle fait ceci et cela. Donc, pour les enfants, même pour les garçons, ils avaient un peu associé l'image des scientifiques aux femmes parce qu'ils avaient vu des modèles de femmes. Donc les rôles modèles, c'est très important. Comme je vous ai dit, pour moi, la biographie de Marie Curie a été vraiment un déclencheur pour ma carrière. Au CERN, qu'est-ce que vous faites pour finalement aussi faciliter la carrière des femmes scientifiques? Parce que ce n'est pas tout d'y accéder, après il faut pouvoir persévérer. On a mis en place plusieurs initiatives justement pour aider la famille en général, mais surtout les femmes. Donc au CERN, déjà sur le site, on a une crèche, un jardin d'enfants et une école primaire, enfin la préécole. Et donc ça aide parce que bien sûr les parents peuvent laisser leur enfant à l'école, peuvent aller déjeuner avec eux, donc c'est une possibilité. On a plein d'initiatives aussi pour les femmes, pour reprendre la carrière après une interruption, après une grossesse. On essaye de faciliter aussi le travail à la maison, donc le télétravail par exemple, pour permettre aux femmes de passer du temps à la maison quand ils ont des enfants qui sont petits, de promouvoir aussi les maris à la maison pour essayer de donner la relève un peu aux femmes. Mais aussi en général, on a fait beaucoup de travail pour essayer aussi de faire que les comités de sélection, quand on s'agit de donner des postes, vraiment comprennent l'importance d'éliminer complètement ce qu'on appelle des biais inconscients, parfois des unconscious bias. Parfois, on pense tous d'être équitable, d'être ouvert, etc. Mais il y a des biais qu'on ne reconnaît pas parfois, mais qui sont là. Pourquoi c'est important qu'il y ait des femmes dans les sciences? Pourquoi c'est crucial que ça ne reste pas avec une telle inégalité? Parce que je pense que la richesse de l'humanité, c'est la diversité. Vous savez, au CERN travaillent et collaborent 17 000 chercheurs du monde entier, plus de 110 nationalités différentes. Et c'est ça qui fait notre force. Le fait d'avoir des hommes, des femmes, des gens qui viennent de tous les pays du monde, des âges différents, c'est ça, c'est la richesse de l'humanité. Et on peut tous contribuer au mieux. Et c'est très important d'avoir tout le monde dans le partage de ce qu'on fait et donner leurs idées et avec leur personnalité. Et donc c'est très important. La diversité, c'est fondamental.